Ouais, je partage l'écran. Voilà, bonjour à tout le monde, je suis donc Nicolas Deruel, je travaille pour l'association Énergie Citoyenne en Pays de Vilaine, donc connue aussi sous le nom d'EPV. Et nous avons proposé ce webinaire pour vous parler de flexibilité dans le cadre de l'un de nos projets que nous faisons actuellement, qui s'appelle le projet ELF, qu'un certain nombre d'entre vous ont entendu parler. Ce webinaire a été proposé sur la base d'un groupe de travail qui travaille sur la pérennisation de notre projet de flexibilité et qui souhaitait qu'il y ait des échanges entre plusieurs structures qui s'intéressaient à cette question de la flexibilité ou qui avaient des projets en lien avec. Donc, nous allons vous proposer des échanges avec plusieurs structures où nous allons parler des enjeux et de contextualisation de la flexibilité. Les intervenants que vous allez entendre aujourd'hui, donc Michel Janssens de la Sirène qui porte un projet Éclair, Jean-François Rambaud du CIDEV. Alors, du coup, peut-être que les intervenants, vous pouvez laisser vos caméras actives de manière à ce que les participants puissent vous identifier. Lucien Blanc pour Enercop Midi-Pyrénées qui travaille sur l'autoconsommation collective. Et Yves Boulet, qui est l'un de nos bénévoles impliqués dans le projet ELF, du projet ELF. S'excuse Clément Huette d'EDF SEI, qui ont aussi des projets très intéressants sur la flexibilité par rapport aux problématiques d'approvisionnement énergétique des îles, bretonnes en particulier, qui devaient participer et qui malheureusement ne peut pas. Du côté de l'animation, donc je suis pas tout seul pour animer ce webinaire. Donc il y a Elias qui est coordinateur avec moi du projet ELF et Dewi Morvan Priou qui est l'un des animateurs très en lien avec notre panel de participants à la flexibilité. Dans ce webinaire, vous n'allez pas découvrir en détail nos différents projets. Vous allez plutôt assister à un échange de personnes qui travaillent sur des sujets en lien avec la flexibilité, auxquels nous allons leur demander, donc les 4 intervenants, nous allons leur demander de répondre à des questions qui, j'espère, vont pouvoir vous éclairer sur la flexibilité énergétique. Et donc, nous traiterons, après une brève définition que je ferai pour poser les choses, nous traiterons de à quoi sert la flexibilité. Et donc, nous demanderons à chacun des intervenants, vu de leur fenêtre et de leur action actuelle, quelle réponse ils font à cette question. Quel rôle tient la flexibilité dans les scénarios énergétiques? Et puis ensuite, nous descendrons un petit peu plus précisément sur quel est l'intérêt de chacune des parties, de chacun des maillons de la chaîne énergétique dans la flexibilité, donc du point de vue du producteur, du fournisseur énergétique, du gestionnaire de réseau, des collectivités, des consommateurs. Voilà. En quoi ils sont intéressés par la flexibilité. Quelle est la bonne échelle pour organiser la flexibilité? Vous avez parmi les intervenants des personnes qui interviennent sur différentes échelles dans leur projet. Et puis finalement, en quoi la flexibilité est utile, nécessaire ou pas à la transition énergétique pour laquelle nous œuvrons, en tout cas chacun dans notre structure. Une fois que nous aurons fait échanger les intervenants sur ces sujets, nous donnerons la parole au public. Donc, tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans le chat et Elias essaiera d'identifier s'il y a des questions communes. Voilà, elles seront partagées au moment des questions. Et peut-être que nous pourrons vous donner la parole à ce moment-là. Donc, vous pourrez aussi lever la main sur le temps des questions si vous souhaitez prendre la parole en direct. Voilà, j'espère ne pas avoir oublié de consignes et nous allons pouvoir démarrer. Donc, tout d'abord, je vous propose une brève définition de la flexibilité parce que c'est une notion qui est un peu nouvelle, en tout cas depuis qu'on parle de transition énergétique.
Donc, vous êtes consommateurs, vous êtes tous des consommateurs, soit individuellement, soit via la structure que vous représentez. Et d'ailleurs, souvent, c'est en doublon. Voilà, vous consommez de l'énergie, de l'électricité quand vous en avez besoin, sans vous soucier forcément du moment où elle est produite. Par ailleurs, pour un certain nombre d'entre vous, vous contribuez à la production d'énergie renouvelable solaire, éolienne, parfois hydrolienne ou autre. Vous y contribuez soit individuellement parce que vous avez des panneaux solaires chez vous, soit collectivement parce que votre structure porte une production d'énergie renouvelable, ou collectivement parce que vous faites partie d'un projet citoyen qui a développé de la production d'énergie, soit éolienne, soit solaire, soit autre. Mais cette énergie n'est pas forcément... Donc, les principales énergies renouvelables que sont le soleil et le vent, on pourrait aussi considérer l'énergie de l'eau, sont relativement variables puisqu'elles dépendent de la météo. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de production d'électricité photovoltaïque. S'il n'y a pas de vent, de même. De la même manière, lorsqu'il y a une intervention pour maintenance. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on est consommateur, qu'on produit de l'énergie, mais qu'en fait, cette énergie n'est pas forcément disponible quand nous, on en a besoin. Voilà, donc c'est cette question-là qui a derrière la question de la flexibilité. Et donc, la flexibilité, c'est agir sur notre comportement en tant que consommateur pour pouvoir consommer l'énergie quand elle est disponible. Ce qui aujourd'hui, en tout cas, pour la plupart d'entre nous, nous ne posons jamais cette question. Je ne vais pas aller plus loin, puisque aller plus loin, ça reviendra à commencer à répondre à la première question, et je préférerais que ce soit nos intervenants qui vous apportent des éléments de réponse. Oui, c'est juste une illustration de ce que je viens de dire avant. Sur la courbe de gauche, donc la courbe rouge, vous avez la production qui est variable en fonction de la météo, et puis en tant que consommateur, sur une journée type, on consomme à certains moments et on ne consomme pas forcément lorsqu'on produit. Et donc l'idée de la flexibilité, c'est individuellement ou collectivement, s'organiser, changer nos comportements pour caler notre consommation avec la production. Voilà, je développe pas plus, probablement que certains d'entre vous pourraient apporter des compléments, mais on va favoriser les échanges avec les intervenants. Donc, première question, à quoi sert la flexibilité? Donc, je vais donner la parole peut-être dans l'ordre des personnes que j'ai vues arriver tout à l'heure au niveau des intervenants. Jean-François Rambaud, du CIDEV. N'hésitez pas à dire une ou deux phrases sur le contexte du projet pour lequel vous participez à cette intervention. Et puis donc, voilà, c'est quoi vos éléments de réponse sur la flexibilité? On se donne 15 minutes par question. Donc, ça fait 3-4 minutes par intervenant. Bien, bonjour à tous. Donc, du coup, je vais essayer d'être relativement bref parce que notre temps est limité. Donc, Jean-François Rambaud, syndicat d'énergie de la Vendée. Syndicat d'énergie comme dans beaucoup de départements. Nous, on est assez sur une question de transition énergétique. On a 25 personnes qui sont basées à La Roche-sur-Yon sur ce sujet et on s'intéresse de plus en plus à la question de la flexibilité parce que pour nous, c'est notamment une des manières de favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables dans un mix énergétique local qui va se vouloir de plus en plus renouvelable. En tout cas, c'est ce qu'on ambitionne nous au niveau départemental. Sur le projet, pour en venir directement sur ce sujet-là qu'on souhaite mettre en œuvre, c'est que c'est la suite logique d'une expérimentation qu'on avait menée il y a quelques années, de 2013 à 2018, sur un territoire vendéen, Smart Grid Vendée, qui était une première expérimentation à l'échelle départementale de visualisation des flux énergétiques entre les actifs de production d'énergie renouvelable, centrales au sol, éolien, et puis les bâtiments publics qui en étaient les consommateurs. C'était très général, très large, et puis maintenant on a envie d'aller beaucoup plus dans le détail et de travailler vraiment à l'échelle micro, plutôt sur une boucle d'autoconsommation collective ou sur des territoires un peu plus diffus pour regarder ce qui se passe finalement sur chacun des acteurs
dans l'objectif, toujours d'essayer de trouver, alors peut-être pas un modèle économique, mais en tout cas une vision partagée de ce que c'est la flexibilité et pour nous permettre de concourir à la transition. Si on devait le qualifier, c'est en tout cas notre point de vue et celui qu'on défend en Vendée, c'est que pour nous, la flexibilité, c'est peut-être le 4e étage de la fusée de la démarche mégawatt. On réduit les consommations, on est efficace, on met des ENR, et puis la flex, c'est peut-être un petit peu le lien entre tout ça pour consommer au meilleur moment. Voilà. Je pense que j'ai mangé le temps qui m'était imparti, donc je laisse la parole aux autres participants pour rebondir sur ce que je viens d'évoquer. Et pour nous, on est vraiment sur une démarche où il faut prendre en compte la flex comme de l'effacement, éventuellement de la modulation à la hausse pour prévoir effectivement des moments de consommation parce que j'ai une météo favorable et aussi éventuellement de l'injection lorsque j'ai une demande d'un acteur sur le territoire qui me demande de l'énergie. Voilà ce que je pouvais dire succinctement. Merci Jean-François. Du coup, je donne la parole à Yves Boulet. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis initiateur dans le projet ELF. Il y en a quelques-uns d'ailleurs parmi les participants qui pourront peut-être apporter des précisions lors des réponses aux questions. Donc, le projet ELF, c'est un projet local, associatif, qui, historiquement parlant, EPV gère un certain nombre de parcs éoliens. Il y en a 3, et on s'est posé avec une démarche de maîtrise de l'énergie, et on s'est posé la question de savoir si cette production locale et ces économies d'énergie à l'échelle locale pouvaient être améliorées, donc à savoir pouvoir consommer localement l'énergie qu'on pouvait produire localement. Donc, l'utilité, il y a une utilité d'autonomie énergétique à l'échelle du territoire. Ça, c'est un élément important. Et aussi pour réduire les effets d'intermittence des énergies renouvelables, parce que souvent, une des grosses critiques qui est faite sur les énergies renouvelables, c'est leur notion d'intermittence. Donc là, ça permet, puisqu'on ne peut pas gérer la chronologie de la production, eh bien, on va gérer la chronologie de la consommation. Donc, ça réduit les effets d'intermittence. À quoi ça sert? Ça sert aussi à limiter l'import d'énergie extérieure à l'échelle du territoire, puisqu'on produit des énergies vertes. Donc, ça évite d'importer de l'énergie carbonée ou nucléaire, et ça évite d'exporter aussi lorsque la consommation est inférieure à la production. Ça évite d'exporter sur des très longues distances, donc avec des pertes en ligne de l'énergie électrique. Voilà, on y reviendra peut-être dans le sujet 2. Merci Yves. Je vais donner la parole à Lucien d'Enercop. Bonjour à tous. Donc, Lucien Blanc, je travaille chez Enercop Midi-Pyrénées, qui est une des coopératives du réseau Enercop. Donc, les réseaux Enercop qui travaillent, on va dire, globalement sur la transition énergétique citoyenne à travers différentes activités pour Enercop, mais il y a aujourd'hui une dizaine de coopératives dans les différents territoires qui ont des activités diverses autour du sujet de la transition énergétique citoyenne. Donc, chez Enercop Midi-Pyrénées, on a une activité majeure qui tourne autour du développement de l'autoconsommation collective, à la fois en tant qu'opérateur, c'est-à-dire producteur d'énergie et personne morale organisatrice, mais aussi comme fournisseur de services. C'est-à-dire qu'on est aussi positionné en accompagnement au montage et dans la facilitation de l'exploitation des projets. Et notamment, on propose une solution numérique qui s'appelle Hellocop pour faciliter la gestion contractuelle, l'analyse des consommations des productions et l'analyse et la gestion de la facturation dans ces opérations. Et pour nous, évidemment, je pense que je vais peut-être répéter, donc je vais être très court, hein, mais la flexibilité, c'est un outil nécessaire pour augmenter le taux d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, national. Voilà. Parce qu'on reproche beaucoup le caractère intermittent et
c'est une des réponses importantes à apporter à cette question-là. Et est-ce que dans vos boucles d'autoconsommation collective, vous avez identifié la nécessité à un moment donné d'avoir besoin de flexibilité ou c'est pas encore des questions qui se posent? Alors oui, aujourd'hui, en fait, on a des opérations qui autoconsomment à 100% l'énergie qu'elles produisent et d'autres où il y a un surplus important. Surplus, peut-être qu'on en reparlera plus longuement après, mais qui n'est pas forcément facile à valoriser par des acheteurs. Et parallèlement à ça, on a des consommateurs locaux qui vont souhaiter autoproduire, pardon, c'est-à-dire couvrir leur production au maximum avec une énergie qui est stable sur le long terme, l'énergie des opérations de consommation collective, stable en termes de prix, pardon. Et donc, effectivement, c'est un sujet qu'on rencontre actuellement. Alors, on a des projets, c'est nouveau, hein, on a des projets pilotes. Donc, on n'a pas cette demande qui est très forte, mais on la voit arriver. Et donc, on travaille aujourd'hui sur ajouter cette brique à nos opérations, c'est-à-dire une brique d'adaptation des profils de production et de consommation. Ok, merci Lucien. Je vais passer la parole à Michel Janssen. Ah oui, voilà. Bonjour à tout le monde. Donc, Michel Jensen, moi je suis chargé de mission au sein de la coopérative rennaise de l'énergie. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Michel. Oui, voilà. Donc, moi je suis chargé de mission au sein de la coopérative rennaise de l'énergie, donc la Sirène, société coopérative citoyenne qu'on a créée il y a quelques temps maintenant. On travaille effectivement là pour l'instant, donc on a plusieurs opérations, hein. On fait de la revente en direct sur des centrales photovoltaïques, mais ici c'est plutôt au titre du projet Éclair, qui est un projet que l'on est en train de mener de 2 boucles d'autoconsommation collective sud de Rennes. La première fonctionne depuis le 1er avril de cette année et la seconde va débuter le 9 juin. Et tout à l'heure, après cette webinaire, on inaugure la première boucle, juste pour info. Cette coopérative citoyenne, elle est née d'une association qui s'appelle EPR, Énergie du Pays de Rennes. Pourquoi je cite l'association? Parce que c'est dans le cadre de nos boucles d'autoconsommation, c'est l'association qui joue le rôle de PMO pour l'ensemble des 2 boucles chez nous. Donc pour nous, effectivement, donc on est un acteur qui participe dans la production d'électricité photovoltaïque. Donc, avec toute la question, effectivement, de la variabilité. Alors, moi, je ne parle jamais d'intermittence parce que je n'aime pas d'abord ce terme. Je trouve qu'il n'est pas approprié à ces énergies-là. On est dans des énergies qui, pour moi, sont variables puisqu'une partie est prévisible malgré tout. Donc, on est plutôt dans une variabilité que dans une intermittence. Donc, je parle plutôt de variabilité. Et pour nous, la flexibilité, elle est effectivement, on la gère comment? Donc, comme disait Lucien auparavant, on a besoin, pour avoir un modèle économique qui soit intéressant, d'avoir à peu près, enfin, d'être le plus proche possible de 100% d'autoconsommation et de ne pas avoir de surplus, parce que la revente de surplus dégrade le modèle économique. Donc, comment on fait dans ces cas-là? Ben, on a plusieurs facteurs pour jouer. On peut jouer sur le type de client qu'on va avoir, effectivement, le type de consommateur. Donc, quand vont-ils consommer, puisqu'on est obligé de se caler par rapport à la production de nos centrales, hein, qui vont produire à certains moments bien définis. Soit on joue sur effectivement la sélection ou en tout cas favoriser plutôt certains types de consommateurs que d'autres, mais on peut jouer aussi sur le déplacement des consommations. Et donc, on peut avoir un rôle, c'est ce qu'on va avoir et qu'on commence à faire avec la PMO, donc avec l'association, c'est jouer ce rôle de sensibilisation au déplacement des consommations pour nos clients, pour qu'ils calent leur consommation effectivement par rapport aux productions qui, elles, on ne pourra pas les bouger de toute façon. Donc, on va donc appliquer cette flexibilité à un niveau très, très local, qui est le niveau de chacune de nos boucles. Ok, merci Michel. Du coup, là, je pense qu'on a déjà eu plusieurs éléments de réponse à quoi sert la flexibilité. On nous a donné des éléments un peu globaux, mais on voit qu'il y a un lien aussi avec des choses qui commencent à se développer autour de l'autoconsommation collective. Peut-être juste pour préciser le propos, voilà, quelqu'un a répondu dans le chat, c'est bon.
La question qui venait derrière cette première, c'est quel rôle tient la flexibilité dans les scénarios énergétiques? Alors, je crois que Jean-François avait commencé d'y répondre tout à l'heure, mais peut-être que enfin, on aimerait bien un petit peu entendre vos avis, vos différents avis sur le sujet. Est-ce que c'est un rôle important? Est-ce que c'est un rôle secondaire? Et pour ceux qui connaissent un peu, je pense que vous vous intéressez un minimum aux différents scénarios qui ont été établis. Est-ce que la flexibilité est évoquée dans ces scénarios? Voilà, quelle réponse vous pouvez apporter? Alors, on peut peut-être reprendre le même ordre. On peut. Du coup, sur les scénarios, effectivement, en regardant un petit peu ce qui a pu se répercuter là, dans les différents éléments bibliographiques que je peux avoir sous les yeux, on a, par exemple, une évolution, enfin, la situation actuelle, par contre, de la flexibilité, c'est ça. Aujourd'hui, ça représente, en 2019, ça représentait 5 gigawatts. 5 gigawatts, bon, vous connaissez la part des ENR et les puissances installées au niveau national, vous vous rendez compte que finalement, ça reste assez peu. On parlait de 5 gigawatts, donc du coup, en termes de flexibilité, dont 3 seulement seraient dites intermittentes. Là-dedans, on retrouve quoi? On va surtout retrouver finalement ce qu'on connaît déjà, du stockage hydraulique, qui est quand même somme toute limité. Hein, c'est des barrages qu'on va déclencher le moment venu. Et puis, ce qu'on appelle aussi en flexibilité, ce qu'on va retrouver, c'est les énergies carbonées. Donc démarrer une centrale fuel charbon quand on a besoin parce que électriquement ça tient plus la route. Ce qu'on va avoir derrière aussi, c'est la perspective donnée par RTE dans son étude Futur énergétique qui est parue en 2021 là. On a selon les 4 scénarios qu'on a, on a une variabilité entre 9 gigawatts jusqu'à 44. Et puis l'ADEME, dans son étude qui avait sorti en 2018, nous sortait quelque chose qui était proche de 22, donc la moitié. Donc globalement, quand même, on est sur l'ordre de grandeur-là, une évolution par 4 ou 5 du gisement actuel. Et il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, de toute façon, les ressources connues sont limitées, l'hydraulique est limitée. Faire appel du carboné dans un mix énergétique qui veut le plus vert possible. Aujourd'hui, on ne va pas y en faire appel. Et donc, il va nous rester des solutions dites intermittentes ou techniques de stockage. Mais encore, le stockage, faudrait-il encore qu'il soit supérieur à une durée de 2 heures, ce qui est quand même une gageure technique. Hein. Aujourd'hui, le stockage est plutôt là pour apporter des services au réseau, mais c'est pas trop le sujet. Donc, il va nous rester du coup la flexibilité vraiment très active et plutôt la flexibilité des consommations. Voilà. Alors, il y a des grosses perspectives qui sont données sur ce qu'on appelle le véhicule to grid ou autre, dans une évolution forte, un taux de pénétration important des véhicules électriques à terme. Mais aujourd'hui, c'est pas très opérant. Donc du coup, là, tu as mis en avant que les scénarios introduisent de la flexibilité de production. En tout cas, c'est ça qu'on voit dans les scénarios, mais la flexibilité de consommation, elle n'est pas affichée. Enfin, je ne sais pas. On voit des choses qui vont rien révolutionner que ce qu'on se connaît déjà. C'est-à-dire qu'on avait des sujets type ballon d'eau chaude sanitaire, mais ça c'est le fameux hors cause qu'on connaît tous depuis de très longtemps. Et on ne va pas forcément au-delà, quoi. Peut-être des usages plutôt sous la thermique des bâtiments, on pourrait éventuellement imaginer de stocker, déstocker de l'énergie. Mais effectivement, ça reste très limité et c'est quand même très orienté dans un scénario où on a une part croissante de batteries qui sont représentées par les véhicules électriques, notamment. Ok. Yves, je te donne la parole. Oui, ce que je voudrais dire aussi, c'est, on vient d'en parler, c'est un problème de quantification, quoi. On a du mal quand même à quantifier l'intérêt de la flexibilité. D'une part, principalement parce qu'on va intégrer les consommateurs à l'intérieur d'une chaîne de participation. Et ça, on ne l'a jamais fait pratiquement. Donc, il y aura sûrement des problèmes humains qui vont apparaître
dans quel ordre de grandeur les gens vont pouvoir participer à ce genre de choses et quels sont les moyens justement de motiver les consommateurs. Alors, il y a des moyens économiques, mais il n'y a pas que. Des moyens les gens vont se rendre compte aussi qu'il y a des problèmes climatologiques, énergétiques et autres. Là aussi, ça peut être motivant. Mais je pense que les problèmes humains ne sont pas suffisamment abordés justement parce que on a trop l'habitude de travailler avec des règles et des statistiques. Et là, visiblement, le consommateur va avoir un point clé dans l'affaire et ça, on n'a pas trop de vision à long terme par rapport à tout ça. Alors nous, à ELF, on travaille à l'échelle territoriale, à l'échelle des communautés de communes, donc on est un petit peu autonome. C'est un projet expérimental et on va essayer justement d'analyser tous ces phénomènes-là et de pouvoir quantifier la flexibilité en mégawattheure, etc., pour essayer de voir quel est le taux de flexibilité à l'échelle du territoire. Alors on a bien sûr il y a des phénomènes de non-motivation, de rejet, et on essaye d'analyser l'acceptabilité de tous ces sujets-là à l'échelle du territoire, et c'est l'intérêt de ce projet ELF. Voilà, Nicolas. Ok. Je laisse réagir Lucien sur la question du rôle de la flexibilité dans les scénarios énergétiques et du positionnement d'Enercop. Donc moi, je rejoins ce qu'a dit Yves quant à la difficulté à chiffrer la flexibilité du côté de la consommation et donc à prévoir quelle marge de manœuvre il y aura du côté des consommateurs pour participer à la modification du profil global de consommation. Il y a quand même, on peut noter dans le scénario négawatt une part importante de la solution Power to Gas. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ça a été dit par Jean-François, les solutions ne sont pas encore au point, mais c'est quand même des scénarios qui se basent sur 30 ans. Hein, donc, on est obligé de se positionner avec des innovations qui ne sont pas encore là. Et voilà, je pense que le scénario négawatt donne disons, une solution assez intéressante sur le power to gas pour justement gérer les surplus éventuels que pourront générer, les surplus éventuels d'électricité que pourront générer les énergies renouvelables. Je pense que ça, c'est assez intéressant à noter parce que derrière, pour le coup, sur les scénarios RTE, forcément, ceux qui sont très orientés nucléaire, ils ont moins besoin de ces dispositifs-là. Et après, sur ceux il y a quand même un scénario quasi 100% renouvelable. Là, nous, ce qu'on a pu noter, c'est qu'il il y avait un coût très important sur le stockage. Et donc, ça, à notre sens, il y a le stockage comme nécessaire à gérer la variabilité. Hein. Mais on pense quand même qu'il y a sur le véhicule to grid, le véhicule to grid n'a pas été assez pris en compte dans les moyens de stockage à mettre à disposition pour gérer la variabilité. Donc là-dessus, nous, on a pointé quand même quelque chose qui manquait. Et après, nous, on pense que les communautés d'énergie ont un rôle à apporter, hein, puisque fédérer des gens, ça va permettre de faire prendre conscience des communautés de l'action qu'elles peuvent avoir sur le réseau global. Et ça, de la même façon, les communautés d'énergie ne sont pas trop évoquées en termes de capacité à gérer cette problématique d'équilibrage du réseau. Ok. Merci Lucien. Michel, là on va avoir le point de vue d'une communauté. Ouais, alors effectivement, donc le premier point, c'est bon, je rejoins la plupart des choses qui ont été dites juste avant.
Donc, c'est de souligner effectivement que dans les scénarios, qu'on prenne le scénario négawatt, où c'est quand même assez bien clair que ce scénario ne sera possible, enfin, si et seulement si, finalement, comme on dit dans ces cas-là, si on a une complémentarité des sources, et si on a de la flexibilité de la demande et des dispositifs de stockage. Ça, c'est quand même 3 points importants qu'on retrouve d'ailleurs dans les scénarios ADEME 2050 aussi. Ces 3 points qui sont très, très importants. Alors nous, dans le cadre des boucles d'autoconso, on insiste beaucoup parce qu'on croit beaucoup à l'aspect justement qui était souligné par un intervenant avant, l'aspect humain, l'aspect culturel aussi. On a aujourd'hui, on a un fonctionnement qui est aussi très culturel finalement de nos consommations. Qu'on le retrouve dans cette fameuse courbe de chameau, là, la courbe avec les 2 pics, le pic du matin, le pic de l'après-midi, enfin le pic de fin de journée, cette courbe en chameau, qui a tendance à être modifiée d'ailleurs quand on a de plus en plus d'autoconsommation. C'est le cas en Californie aujourd'hui, ils ont atteint aujourd'hui ce qu'on appelle la courbe en canard, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais donc ça crée des problèmes effectivement de fonctionnement du réseau derrière et de fonctionnement du marché d'énergie. Mais nous, on essaye vraiment, on est convaincus et on a des retours, on commence à avoir des retours sur le fait qu'en faisant modifier les consommations et les types de comportements, tout simplement en faisant en sorte que des personnes arrêtent, par exemple, l'habitude d'allumer le lave-vaisselle à 20h30 le soir, quand ils sont dans nos boucles, par exemple. Quand on leur demande pourquoi ils le font, il n'y a aucune raison, c'est parce qu'on le fait toujours après le repas du soir. Voilà, c'est beaucoup d'habitudes, il y a beaucoup d'habitudes de fonctionnement. Donc, après, on peut le mettre sur un petit programmateur si on travaille et qu'on n'est pas là, et puis que ça décolle plutôt à midi ou à 11h30. Enfin voilà, il y a plein de fonctionnements, le fonctionnement du chauffe-eau, chauffe-eau électrique aussi. Très souvent, il y a beaucoup d'habitudes là-dessus, il y a plein de choses qui peuvent être faites aussi pour consommer le surplus, faire du stockage en direct au sein de l'habitat via de l'eau chaude avec un délesteur solaire. Enfin, il y a plein de solutions qui existent déjà si on travaille à l'unité du foyer, qui permettent effectivement déjà de faire des mini-flexibilités locales, très très locales. Et c'est cette accumulation aussi de mini-flexibilités locales dans une boucle va se retrouver à l'échelle d'un quartier plus grand encore et d'une ville, et puis après, voire d'un pays, quoi. Donc, c'est de monter comme ça, suivant ce principe-là. Il faut vraiment que les consommateurs qui étaient jusqu'ici des gens très passifs, sur des personnes très passives, tous on l'était, très passifs sur la consommation de l'électricité, deviennent des personnes qui comprennent ce qui se passe et qui deviennent actifs, et ce qu'on appelle aujourd'hui, donc, comme nous on les appelle aussi, les consommateurs. Voilà, voilà. Ok. Merci. Du coup, c'est intéressant parce que là, tu as donné des exemples concrètement de comment se traduit cette flexibilité chez les particuliers. Alors là, l'exemple est quand même est facile à faire parce que sur des courbes solaires, on connaît bien la courbe du soleil et du coup, c'est facile d'organiser sa consommation. Mais si on veut se connecter à d'autres types de production, il est nécessaire que les consommateurs aient l'information de quand est-ce que la production est disponible, quand est-ce que l'énergie est disponible. Je vous propose de passer à la question suivante, du coup, qui est, hop, je vais repartager mon écran juste pour la montrer. Voilà. Quel est l'intérêt de chaque partie dans la flexibilité? Donc, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question-là? C'est parce que aujourd'hui, la flexibilité, elle concerne un peu tout le monde. Vous avez entendu parler l'hiver dernier de signaux de RTE ou d'Enedis ou de vos fournisseurs qui vous demandaient à certaines heures de ne pas consommer. Mais voilà, alors là, on a parlé de qu'est-ce qui se passe à l'échelle d'une boucle d'autoconsommation. Et donc, ce que j'aimerais avoir, c'est l'avis de nos intervenants sur comment sont intéressées les différentes parties dans la flexibilité. Est-ce que, et la question qui est derrière ça, c'est est-ce que tout le monde a le même intérêt? Et est-ce que ces intérêts sont compatibles entre eux? Voilà. Donc, je reprends dans le même ordre, Jean-François. Alors, ouais, vaste question. Et puis, du coup, tu demandes de nous positionner sur plusieurs casquettes. Alors, je vais essayer de faire gestionnaire de réseau et collectivité. Et puis après, je laisserai les autres reprendre la main pour boucher les trous ou compléter. Côté réseau, oui, c'est l'essence même d'un syndicat d'énergie, d'être autorité concédante. Donc, du coup, nous, ce qu'on y voit.
Et ça, c'est une expérimentation qui avait été issue vraiment des travaux de notre premier démonstrateur sur la baie de Vendée, qui consistait vraiment à mettre en évidence que bien souvent, on roule sur une autoroute à plusieurs voies, alors que une simple nationale ou une départementale pourrait suffire les 3/4 du temps. Donc en termes de dimensionnement de réseau, déjà, de base, le fait de tout dimensionner à la pointe engendre des coûts importants. Mais bon, l'État nous paye pour ça. Donc, de toute façon, ça, c'est les règles nationales des fonds FACÉ qui font qu'aujourd'hui, on est rémunéré sur ces aspects-là, mais je ne rentre pas dans le détail. Mais il y a quand même un changement de paradigme à mettre en œuvre. On parlait à la fois de consommateurs tout à l'heure, mais du côté gestionnaire de réseau, il y a un changement aussi à mettre en œuvre parce que aujourd'hui, on dimensionne à la pointe, et même pour la question des raccordements des énergies, des centrales de production d'énergie qu'on remet sur le réseau, des fois, on va demander des coûts de raccordement ou de renforcement en ligne qui sont très chers, alors que le moment dans l'année où j'injecte à 100% des capacités sont des fois extrêmement limités, où le gap pour passer de 80% à 100% de puissance injectée fait qu'on va mettre en œuvre des questions de surinvestissement qui sont mobilisées que 20% du temps, voire même beaucoup moins que ça. Et on s'aperçoit que nous, on a réussi à mettre au niveau départemental ce qu'on appelle des offres de raccordement intelligent qui permettent de limiter le reste à charge d'accès au réseau pour les consommateurs, mais aussi les travaux de renforcement évités pour les gestionnaires de réseau. Ça, c'est les deux côtés sur lesquels moi, je peux contribuer à ce stade. Donc, un intérêt manifeste quand même à travailler le sujet du point de vue réseau, c'est quand même déterminant. Ok, merci. Je passe la parole à Yves, du coup. Alors, Yves, si tu peux aussi mettre ta casquette producteur citoyen au passage. oui, oui, tout à fait. Moi, je vais pas parler de gestion de réseau et des choses comme ça, mais je parlerai plutôt des consommateurs et des producteurs. Alors, pour moi, le consommateur, l'intérêt, c'est de s'approprier ses besoins en électricité. Et compte tenu des informations qu'il va recevoir, il aura peut-être justement tendance aussi à réduire sa consommation. Donc, c'est implicite dans la flexibilité. Connaissant sa consommation en énergie, il va avoir tendance à pouvoir la réduire. Et ça, c'est induit, c'est des choses induites qui sont intéressantes. Mais aussi, il doit pouvoir aussi profiter économiquement de ce genre de flexibilité. Il ne faut pas que ce soit uniquement avec de la bonne volonté. Donc, c'est vrai qu'il va falloir travailler sur la possibilité de, pourquoi pas, faire des heures pleines, heures creuses à l'échelle locale, par exemple. Ça se fait notamment sur l'île d'Ouessant. À Ouessant, ils ont installé une hydrolienne et il y a des heures pleines, heures creuses en fonction des heures de marée. Donc, pourquoi pas, à l'échelle locale, compte tenu de la météo, du vent, du soleil, eh bien, faire ce genre de choses. Alors, c'est vrai que pour l'hydrolien, c'est peut-être plus facile parce que c'est prédictif, mais on peut aussi prévoir le vent à l'échelle du temps sur 2 jours. Alors j'en viens justement à ces producteurs, le producteur éolien notamment. Eh bien, lui, je ne sais pas s'il y aura un intérêt direct parce que lui, il peut pas gérer chronologiquement sa production. Mais par contre, on va lui demander de pouvoir aborder des problèmes de prévision de production. Et donc, il va être directement impliqué dans cette flexibilité parce qu'on va lui demander à l'échelle d'un jour ou deux quelle va être la production sur le réseau. Donc, c'est en ça que le producteur va être impliqué principalement. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est la proportion du solaire éolien. Dans un territoire, par exemple, comme le nôtre, il y a une optimisation du ratio solaire-éolien pour améliorer justement la continuation de la consommation, de la production par rapport à la consommation. Donc, on peut, par ce biais solaire-éolien, puisque nous on travaille principalement là-dessus, peut-être aussi avec la méthanisation, avoir aussi un petit levier sur la production. Donc la météo est bien sûr principale, mais c'est vrai qu'avec les différents ratios de production d'énergie, on peut compenser aussi cette variabilité. Et Voilà. juste, Yves, est-ce que, je ne sais pas si c'est possible de compléter, mais aujourd'hui, les producteurs, ils vendent, enfin, économiquement, ils sont intéressés uniquement en vendant leur énergie, principalement
en obligation d'achat ou via les appels d'offres de la Creux. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question d'après pour les producteurs, une fois qu'on sort de ces systèmes-là, des producteurs qui voudraient pouvoir revendre plus localement leur énergie, non? Il y aura sûrement, ça va sûrement se poser la question va se poser, notamment nous à Bégan, on est à 9 ans de production, on commence à réfléchir justement à l'après. Et c'est vrai qu'on se pose des questions sur l'avenir du parc, mais pas le parc en tant que producteur, mais aussi pour essayer de revendre localement l'énergie qu'on peut produire. Donc là aussi, on va se poser le problème de l'autoconsommation par rapport géographiquement. Bon, il y a 2 kilomètres avec extension de 20 kilomètres en milieu rural, etc. Il y a des marges aussi de 3 mégawatts, je sais, ça peut aller un peu plus loin. Donc les producteurs vont aussi, effectivement, tu as raison, être concernés par ce qui va se passer après. Mais les règles évoluent très rapidement. Je veux dire qu'il y a 5 ans, c'était pas du tout la même chose que maintenant, et dans 5 ans, ça va être encore différent. Donc, il y a une vision à long terme qui va être difficile aussi à pouvoir évaluer, et donc on va essayer de travailler sur ce sujet-là. Donc, nous, on va faire un premier démantèlement, mais on va réfléchir sur ce qui se passe après dans l'esprit citoyen. Et ça, c'est comme on a été pionnier dans le domaine de la mise en service de parcs éoliens, on va être aussi les pionniers dans le cadre du démantèlement citoyen des systèmes et de renouvellement des machines. Ok, merci Yves. Lucien, le point de vue du fournisseur, mais qui connaît aussi peut-être ses clients particuliers entreprises et qui a des notions de gestion et des liens avec les producteurs. Alors oui, je vais parler du fournisseur, hein, nous, même si on est de notre côté, chez Enercop Midi-Pyrénées, on est plutôt des producteurs et des gestionnaires de communautés. Donc du côté du fournisseur, en fait, on parle finalement d'une opération d'autoconsommation collective à grande échelle, hein, avec le fournisseur Enercop. Et la particularité, c'est que le fournisseur, il est en lien direct avec le marché de l'électricité. Donc, tout ce qui n'est pas équilibré entre production et consommation, ça va être des échanges de blocs d'énergie avec le marché. Et l'idée d'Enercop, c'est de proposer une énergie 100% renouvelable, qui aujourd'hui est 100% renouvelable à la maille annuelle, mais de tendre vers un mix 100% renouvelable à la maille quasi du pas demi-heure. Entre-temps, du coup, il faut développer pour ça des solutions qui vont permettre de tenir cette promesse. Et pour ça, en ce moment, depuis quelques années, là, le réseau Enercop lance une dynamique de contrat direct hors contrat d'achat subventionné. C'est-à-dire que les producteurs que sont par exemple Enercop Midi-Pyrénées vendent à Enercop sur le long terme de l'énergie à un prix fixe. Donc ça, c'est assez important comme démarche parce que ça va permettre justement de stabiliser le prix. Mais évidemment, l'ensemble de ces contrats qu'on appelle les contrats PPA, l'énergie qui va être fournie dans le cadre de ces contrats ne sera pas directement pilotable. Donc, si on veut massifier ce type cette démarche, il va falloir travailler sur une flexibilité globale du périmètre consommateur-producteur du réseau. Puisque tout kilowattheure qui n'est pas équilibré, c'est une exposition au marché de l'électricité. Et donc, c'est une difficulté à rendre le prix de la fourniture au consommateur final stable dans le temps. Pour le producteur, nous, effectivement, c'était la question que tu posais avant à Yves. Nous, depuis le début, on est parti sur des projets hors mécanisme subventionné. Pour la raison que je viens d'évoquer avant, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur du renouvelable au prix juste et démontrer que justement le renouvelable est faisable hors subvention. Mais on se pose la question via des PPA de la réelle valeur d'un kilowattheure en été en 2035. Voilà, aujourd'hui, on est sur des tarifs fixes à l'année qui ne varient pas suivant les plages horaires. Est-ce que ça sera encore le cas dans quelques années? Donc, du côté des producteurs, il va vraiment se poser quand même la question d'intégrer à leurs moyens de production
des dispositifs de stockage, hein, notamment pour travailler sur le profil d'injection. Et c'est déjà lié, hein, il y a quand même déjà des choses qui sont faites au niveau des GRD, dans l'éolien notamment, à ce que demandent les gestionnaires de réseau en termes d'effacement. Il y a des heures d'effacement sur certains projets qui sont assez importantes. Ça peut aller jusqu'à 1000 heures, voire plus, dans l'année, hein, sur les 8700 heures annuelles. Donc, un producteur qui veut quand même équilibrer son modèle devra probablement, et enfin, on commence à avoir des premières opérations qui sortent avec du stockage intégré aux moyens de production, devra gérer justement cet effacement demandé par le gestionnaire de réseau. Et enfin, ouais, je voulais aussi compléter, hein, du côté des fournisseurs et du consommateur, on voit arriver là. L'effacement, c'est le fait d'annuler sa production quand il y a une demande de réduction justement de la production. Arrivée de la tarification dynamique, ça, je pense que c'est assez important aussi, hein. Aujourd'hui, on a heure pleine, heure creuse avec quelques variantes, mais c'est très possible que assez rapidement, le Linky d'ailleurs le permet, on ait des plages dans des segments beaucoup plus fins que ceux qui sont proposés actuellement. Et donc ça, du côté du fournisseur, il va falloir jouer avec, hein, sur est-ce que, même si évidemment, nous, on ne souhaite pas que ça soit uniquement le signal prix qui dicte la flexibilité consommateur. En tout cas, c'est quelque chose qui va se développer. Voilà, des tarifications variables suivant le week-end, la semaine. Il y a déjà des premières propositions d'offres qui sont faites par d'autres fournisseurs et ça va assez rapidement devenir concret. Donc, il faut qu'on travaille avec ça. Et tout simplement aussi à l'échelle des communautés, hein, l'idée, c'est d'aller sur une plus grande autonomie, hein, voilà, de stabilité dans le temps, de la couverture énergétique et aussi du coût du prix de l'énergie, donc augmenter justement je pense il y a un intérêt clair à rendre en adéquation production et consommation sur les communautés énergétiques. Ok, merci. Du coup, tu n'as pas beaucoup développé sur la partie fournisseur l'intérêt économique clair suite à ce qu'on a pu voir là, avec la crise énergétique, l'augmentation des prix de marché. Le fournisseur, lui, il est responsable d'équilibre par rapport à ses producteurs et ses consommateurs. Les consommateurs, ils sont pas responsables de qu'est-ce qu'ils consomment à quel moment, enfin, aujourd'hui. Le producteur n'est a priori pas forcément responsable. Enfin, il a peut-être des choses qui sont contractualisés, mais il dépend de son gisement météorologique. Alors que le fournisseur, lui, il est responsable de fournir ses consommateurs, quelle que soit la production et quelle que soit la demande des consommateurs. Et donc, si les consommateurs ne sont pas flexibles, moi, ce que j'avais compris, c'est aller chercher sur le réseau de l'énergie, et plus on a d'énergie à aller chercher, pardon, pas sur le réseau, sur le marché, plus on va chercher de l'énergie sur le marché à des moments où les tarifs varient de manière inconsidérée, plus les fournisseurs s'exposent à des risques économiques. Et donc, pour un fournisseur militant et engagé comme ENERCOP, ça implique aussi des questions pour les sociétaires et les clients. Non? Tout à fait, ouais. J'en ai quand même parlé un peu, hein. Ce que je disais, c'est qu'on est responsable d'équilibre, on doit gérer les écarts production-consommation. Et dans ce cadre-là, équilibrer en permanence, c'est devoir aller acheter de l'énergie sur le marché. Là, l'énergie, l'année qui vient de se passer, est montée à plus de 2000 euros du mégawattheure en pointe, hein. Et c'est des enjeux financiers énormes. Donc, être capable de rendre en tout cas responsable de différentes façons, hein, les consommateurs et les producteurs là-dessus, c'est hyper important parce que de toute façon, c'est ce risque pris qu'un fournisseur a, hein, de devoir régulièrement acheter l'énergie très chère au spot, et il est répercuté sur le coût de la facture. Donc, bien faire comprendre que travailler, que tous les consommateurs peuvent avoir un impact fort sur le modèle économique du fournisseur ENERCOP. Ça, c'est clair que ça va être un enjeu. On travaille là-dessus sur des expérimentations au niveau national.
Et après, ce que je disais aussi, hein, ça va être tout simplement la façon dont on structure les prix à la fois d'achat en contrat long terme auprès des producteurs. Est-ce que aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a du prix fixe? Est-ce que demain, le prix ne sera pas variable en fonction des heures et des jours de l'année? Et est-ce que du côté du consommateur, la tarification, alors évidemment, il y aura une segmentation plus forte, mais il y a aussi des questions de tarification dynamique qui varient en fonction de l'état du réseau. Ok, voilà. Merci Lucien. Michel, est-ce que tu peux réagir sur cette question de l'intérêt des parties sur la flexibilité? Oui, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites précédemment. Effectivement, c'est d'insister aussi sur le fait de la question du prix. Je la vois principalement pour beaucoup en fait de parties prenantes finalement dedans, puisque de toute façon, on est dans un modèle qui évolue, un modèle qui change, un modèle avec l'intégration de beaucoup d'ENR. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc, ça nécessitera de mettre de la flexibilité. C'est une des solutions effectivement envisagées pour stabiliser le réseau et faire que ça continue à fonctionner, puis que tout le monde ait encore de l'énergie demain. Et qu'on ne fasse pas chuter, enfin faire tomber le réseau globalement. Donc, tout le monde a un intérêt quelque part à ce que ça fonctionne et donc à partir dedans et à devenir un consommateur actif aussi dans cette partie-là. Donc, le consommateur, au niveau, alors pour le ramener aux boucles d'autoconso, oui, j'y vois, si on prend cet outil-là comme outil aussi de flexibilité sur lequel on peut jouer, le consommateur, que ça soit que ça soit un consommateur, une collectivité, une entreprise, il y a la question de la stabilité des prix. Aujourd'hui, les prix qu'on arrive à sortir dans une autoconsommation collective hors toute subvention, elle est proche du TRV, du tarif régulé. Pour les collectivités, aujourd'hui, enfin, je sais pas l'ensemble des collectivités, mais je crois qu'en Ille-et-Vilaine, ils sont à 42 centimes du kilowattheure aujourd'hui, donc on est loin du tarif régulé. Donc il y a la question du prix, effectivement, qui peut être très importante de s'impliquer dans cette volonté-là, avec une collectivité, par exemple, monte des boucles d'autoconsommation collectives patrimoniales, c'est-à-dire qui sont juste gérées par la collectivité, où il y a un seul producteur et un seul consommateur, c'est la collectivité. Elle pourrait tout à fait le faire et pouvoir en même temps jouer donc du coup sur cette flexibilité par de l'effacement ou des déplacements de consommation. À certains moments, dans les bâtiments publics, il y a énormément, il y a une ressource en tout cas de gains à faire et de flexibilité à faire et qui n'a jamais été utilisée parce qu'encore une fois, culturellement, voilà, on s'est jamais posé la question. Donc on rentre vraiment dans un changement de paradigme et de fonctionnement il me semble important. Et le second point que je voulais juste signaler, c'est que dans une boucle d'autoconso, on a aussi cette possibilité. Moi, j'ai réfléchi, mais pas dans un premier temps, mais en tout cas, je commence à y réfléchir. On aurait la possibilité de faire un tarif différencié auprès de nos clients, puisque le tarif qu'on fixe avec nos clients dans la boucle, il est tout à fait libre. On a déjà, nous, aujourd'hui, 3 tarifs, mais qui ne concernent pas la flexibilité, puisqu'on a un tarif basique du kilowattheure. On a un tarif de soutien, des personnes qui acceptent de nous donner un peu plus pour le kilowattheure. Et avec ce tarif de soutien, ça nous permet de fournir, de proposer un tarif dit éco, qui est une sorte de tarif social à des personnes qui sont en précarité énergétique. Mais on peut tout à fait concevoir, avec les données qu'on reçoit, nous, d'Enedis, puisque c'est un pas de demi-heure, de faire un tarif et de proposer à nos clients un tarif différencié en fonction de la consommation pour les inciter à faire du déplacement de leur consommation au moment où les centrales produisent le plus. Pour l'instant, on va plutôt jouer sur le côté pédagogique pour faire ce déplacement. On va d'abord se rendre compte de ce que ça donne, mais on a cette question du signal prix qui peut être tout à fait mise en place à un niveau très local d'une boucle d'autoconso. Ok, merci. Merci pour ces éléments sur la question de l'intérêt des différentes parties prises. Alors, c'est sûrement pas exhaustif, mais voilà, ça permet d'ouvrir le débat et de se rendre compte qu'il y a différents intérêts. Donc, la question suivante, c'est la question de l'échelle. À quelle échelle organiser la flexibilité? Alors, quelques-uns d'entre vous tout à l'heure ont commencé à y répondre. Voilà. Est-ce que la bonne échelle, c'est l'échelle nationale où tout le monde fait de l'effacement suivant une seule consigne? Est-ce que la bonne échelle, c'est l'échelle ultra-locale? Voilà. Donc, je vous laisse y répondre. Jean-François. Ouais, alors pour reprendre le sujet, c'est vrai que l'échelle, finalement, elle va beaucoup dépendre de ce qu'on veut en faire.
plus on va prendre large, plus effectivement ça va servir au réseau. On peut imaginer du coup que ça répond aux objectifs, mais quelque part, qu'est-ce qu'on souhaite faire quand on met en place de la flexibilité dans tout ce qu'on vient de dire? C'est finalement permettre aux gens d'être consommateurs et d'être acteurs de la transition énergétique dans leur territoire. Effectivement, si je me branche le soir avec mon véhicule électrique et que je rends service sur le réseau national, parce que les électrons vont dedans ou qu'ils sortent, je suis pas sûr que ça aura que ça aura un effet bien différent que Chloé Nabédian, qui le soir sur France 2 nous dit qu'il faut faire attention, quoi. En revanche, si je suis partie prenante d'une opération de consommation collective, que ça a permis, éolienne ou photovoltaïque, que ça a permis de mettre en place des synergies sur le territoire, que ça sert la cause de la transition, parce que pendant que je fais ça, je m'acculture, je sais ce que c'est un kilowattheure, je prends conscience de mon impact en termes de transition et à travers mes comportements. Je commence à être acteur et voire même des fois, je n'ai pas le terme là, mais peut-être modèle, et en tout cas générateur d'actes aussi chez mes confrères, parce que je mets en place des politiques vertueuses. Et là, oui, effectivement, on atteint le but. Mais finalement, c'est un peu l'enjeu des transitions énergétiques et sociétales, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est peut-être une histoire qui fait sens et qui est partagée et commune. Le gros récit national va peut-être pas dans ce sens-là. Alors, en revanche, l'ultra-local et le portage de projets partagés et le fait d'essaimer sur les territoires avec des opérations qui font sens et qui sont acceptées et avec des expériences vécues, partagées et qui peuvent se reproduire sont pertinentes. Donc moi, je crois plutôt à l'échelle locale, comme on l'a évoqué, que ce soit tant même l'autoconsommation patrimoniale, parce qu'on le vit pour les collectivités aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent tiens, je vais commencer maintenant à chasser le kilowattheure là, dans la collectivité pour aller identifier très clairement pourquoi je n'arrive pas à augmenter mon taux d'autoproduction. Alors, j'ai un super taux d'autoconsommation ou pas tout à fait, j'ai encore du surplus qui est important, mais je voudrais aller plus loin. Et donc, du coup, là, j'ai commencé à gratter du kilowattheure. Et puis après, j'ai aussi la question de la boucle de consommation collective qui est partagée, où là, effectivement, ensemble, on arrive à faire quelque chose de pertinent. Et puis après, il faut regarder aussi là où sont les marges de manœuvre. Aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui existe sur l'autoconsommation, alors avec différents types de puissance, selon si on regarde l'éolien, le photovoltaïque, ou avec des différents types de périmètres, mais peu importe, on a des règles du jeu qui sont établies. Donc on peut jouer avec ces règles. Pour essayer de faire du PPA de notre côté aussi, avec des collectivités, parce qu'on a des actifs de production qui sont sortis d'obligation d'achat, on s'aperçoit que c'est plus simple de travailler sur l'autoconsommation collective peut-être tout de suite, qu'à de faire un PPA avec des collectivités territoriales et des cadres réglementaires qui ne sont pas toujours très simples, notamment quand on regarde ce qui va être commande publique. Je prends la casquette collectivité, là, parce que c'est ce qu'on porte. Donc globalement, je pense que le bon périmètre, c'est celui qui nous permettra d'être actifs très rapidement pour essaimer et puis reproduire. Voilà. Après, je ne pense pas qu'il y ait de vérité aujourd'hui toute faite, mais globalement, si on veut travailler sur l'acculturation et puis se raconter l'histoire de la transition et puis commencer à avoir des consommateurs, des gens qui sont conscients de ce qu'ils font, c'est plutôt dans l'ultra-local qu'il faut jouer, plutôt qu'accepter des conditions générales de vente de la Google Home 3.0 qui viendra dans quelques années, où on aura tout automatique parce que c'est bien pour nous. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ok, merci Jean-François. Yves? Oui, je pense qu'il y a une antinomie un peu entre la motivation et l'efficacité, quoi. On a pu voir ça à l'échelle territoriale au niveau de Elf, à savoir que, bon, nous, on a pas mal d'éoliens, donc l'éolien, à l'échelle individuelle, il n'en est pas question. Par contre, le solaire, lui, peut se mettre sur des maisons individuelles. Donc, nous, dans notre panel, on a essayé de faire que, sur le plan territorial, on a été confrontés aux gens qui avaient leurs propres panneaux solaires. Donc, leur propre intérêt, c'était de consommer quand il y avait du soleil, mais ils n'intégraient pas l'effet collectif au niveau du territoire. Parce que si tout le monde consomme en même temps quand il y a du soleil, eh bien, ça peut générer aussi des soucis sur l'équilibrage.
Donc, c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, les gens sont beaucoup motivés. C'est-à-dire qu'on produit, on consomme sa propre maison et on arrive à gérer ça d'une manière individuelle. Mais sur le plan collectif, les gens, alors c'est plus efficace puisqu'on travaille sur des échelles plus grandes, mais peut-être que la motivation personnelle sera moins importante. Alors ça, c'est l'expérience qu'on a à l'échelle de Elf, à l'échelle du territoire. Maintenant, à l'échelle régionale ou nationale, bon, on n'a pas trop d'idées par rapport à tout ça. Ok, merci Yves. Lucien. Oui, je vais rejoindre ce qui a été dit sur le récit qui est important au niveau des communautés. Nous, via notamment l'outil qu'on propose, HelloCop, dont je parlais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de montrer aux consommateurs d'une communauté, d'une manière ergonomique, on va dire, l'évolution de leur consommation et du moyen de production auquel ils sont liés. Et ça, c'est vraiment un super outil, on pense, pour justement faire réfléchir les gens là-dessus et faire évoluer les mentalités. Probablement plus attirant qu'une solution beaucoup plus centralisée à l'échelle nationale. En tout cas, c'est un pas qui nous semble intéressant pour débuter. Après, sur quelle est la bonne échelle, je pense qu'évidemment, il n'y a pas une unique échelle. Les solutions aux différentes échelles, elles sont pas exclusives. C'est pas parce qu'on travaille à l'échelle d'une communauté qu'une personne qui a des panneaux solaires sur son toit ne devra pas travailler sur équilibrer sa propre consommation. Et après, encore une fois, on pourrait avoir tendance, d'un point de vue de l'efficacité, là, si je parle du stockage, à aller assez facilement sur des solutions stockage au niveau national, puisqu'on a un plus grand foisonnement production-consommation, donc forcément un besoin de stocker moindre que si on travaille à l'échelle tout simplement individuelle. Évidemment, il y a peut-être une plus grande efficacité technique et économique à première vue, mais on pense que c'est hyper important de travailler là-dessus à des plus petites échelles, notamment aussi à l'échelle des communautés. Tout simplement pour la gouvernance des moyens qui sont mis en place. On revient sur les mêmes sujets que pour les moyens de production. Maîtriser quand même tous ces outils de flexibilité localement. Et ça, je pense que si des structures comme Enercop ou d'autres ne travaillent pas là-dessus, naturellement, les choses ils pourraient aller vers des outils plus centralisés. Voilà, comme on a eu pas mal l'habitude de le faire en France par le passé. Ok, merci Lucien. Michel. Oui, alors, quelle est la bonne échelle? Alors, pour moi, il n'y a pas une bonne échelle, il y a plusieurs bonnes échelles en fonction, effectivement, du type de flexibilité sur lequel on travaille. Effectivement, ça vient d'être abordé aussi. La flexibilité, on peut la considérer sur le principe du foisonnement à l'échelle européenne, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un réseau qui est totalement mutualisé européen. Quelque part, on a de la chance, par exemple, qu'aux Pays-Bas, ils dînent à 17h30 et qu'en Espagne, ils dînent à 22h. Ça fait partie d'une flexibilité aussi. On n'a pas les mêmes usages de l'électricité au même moment. Ces productions sont mélangées. Les différences de fuseau horaire qui peuvent exister aussi sont aussi des cas de flexibilité. Pour revenir maintenant à notre projet, évidemment, notre projet, la bonne échelle concernant notre projet, c'est la boucle d'autoconso, forcément, puisqu'on a nos clients qui sont dans la boucle et c'est avec eux qu'on travaille sur cette flexibilité pour remettre en adéquation, puisqu'on est producteur et on a nos clients qui sont des consommateurs. On essaie de mettre en adéquation effectivement les deux. On va travailler sur cette flexibilité à un niveau local. Parce que je crois qu'effectivement, comme ça a été dit aussi avant, il est fondamental que les acteurs locaux, finalement, s'approprient tous ces mécanismes et cette culturation pour que la transition, finalement, quelque part, que la transition puisse réussir. Donc, le quartier ou la boucle me semble être une assez bonne échelle par rapport à ça. Et pour peut-être ajouter par rapport à ce que disait Yves sur le problème du passage individuel
à l'échelle collective, il peut y avoir aussi des solutions qui existent pour justement favoriser ce passage-là. Il y a des initiatives intéressantes, alors très très loin d'être suffisamment représentées. Je prendrai juste l'exemple des AMEP, je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc, c'est les associations pour la mutualisation d'une énergie de proximité. Donc, c'est une AMAP de l'énergie, en fait. Il en existe une vingtaine aujourd'hui qui se sont créées en France. Et le principe c'est de l'autoconsommation collective, finalement, où on revend à son voisin. C'est tous des petits producteurs qui, en fait, autoconsomment et dès qu'ils ont, et leur surplus, en fait, ils décident de le revendre à un voisin ou à une association, mais qui est locale, puisqu'ils rentrent dans le principe du périmètre de l'autoconsommation collective. Et donc, il y a le principe de ces AMEP qui permet quand même de passer de l'échelle individuelle où l'autoconsommateur, à la place de revendre son surplus à un tarif à EDF obligation d'achat, va le revendre directement à son voisin ou à un voisin dans le périmètre. Donc, ces AMEP, à mon avis, peuvent être très intéressantes aussi à traiter, enfin à intégrer en tout cas dans les projets, même si elles sont trop peu représentées aujourd'hui. Mais voilà, il faut bien que ça commence un jour. Ok, intéressant ce sujet des AMEP, personnellement je ne connaissais pas. Alors, l'heure tourne et on veut quand même passer la parole aux participants. Il y avait une autre question qui était: en quoi la flexibilité est-elle utile, nécessaire ou pas dans la transition énergétique? J'ai quand même l'impression qu'on a apporté pas mal d'éléments qui permettent à tout le monde de se faire un avis avec clairement une tendance. Hein, on pourrait rayer le ou pas de ce qu'on a entendu là, c'est sûr. Et donc, ce que je propose peut-être, c'est de passer aux questions maintenant des participants. Donc, pour ça, on va peut-être faire dans un premier temps le tour des questions qui ont été posées dans le chat. Et après, au fil de l'eau, vous pouvez aussi lever la main. Donc, normalement, vous avez dans des outils la possibilité de lever la main sur l'outil réaction. Et donc, on vous donnera la parole. Donc voilà, la parole est au public. Peut-être dans un premier temps, Elias, s'il y a des questions que tu as identifiées auxquelles on peut essayer de répondre avec nos intervenants. Oui, alors il y avait une première question qui avait été notée un petit peu en amont sur et ça a été évoqué d'ailleurs rapidement, sur la collision avec toute la connectivité et la domotique qui prend déjà l'espace sur le marché. C'était une question d'André sur est-ce que finalement les expériences de flexibilité qu'on partage aujourd'hui pose la question ou pas de la réalité des consommateurs en lien avec, je reprends notamment l'intelligence artificielle, donc tout ce qui va être les autres objets connectés ou les questions de sécurité qui sont déjà présentes sur le marché. Ok. Est-ce que l'un de vous veut traiter cette question de la flexibilité? Ça veut dire du numérique, de la domotique, la question de l'accès aux données personnelles. Je peux peut-être répondre sur la question de la collectivité, parce que du coup, on s'éloigne un peu du citoyen et les sujets sont un petit peu différents. Mais pour avoir des petits démonstrateurs aujourd'hui en termes d'objets connectés ou autres sur les territoires, en fait, il n'y a rien d'intelligent. Il y a les gens qu'on met derrière qui sont intelligents, qui ont été formés pour ça, qui savent tourner les boutons et tirer les bonnes informations. Les collectivités notamment, ont très souvent démarché pour avoir pléthore d'indicateurs et de documents, et on sait aller vraiment dans l'ultra détail. Au final, quand je suis gestionnaire de patrimoine, ce que j'ai besoin pour travailler, c'est déjà du temps. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que le temps que je vais passer sur 10% de mon parc, qui représente 70% de mes consommations, il faut que je le passe. Donc, il faut que mon DGS, ou que mon maire, ou que mon président d'intercommunalité me donne capacité à faire ce travail, parce que en faisant ça, je me paye pendant des fois quelques années, finalement, en travaillant sur les réglages fins et la connaissance de ce qui se passe dans mon patrimoine. Et en aucun cas, l'objet connecté ne peut remplacer finalement l'interaction humaine. Donc, il faut être déjà très conscient de ce qui se passe dans son bâtiment, mais c'est vrai du coup pour une maison individuelle. C'est plus compliqué pour un bâtiment de collectivité parce que c'est l'occupation, l'usage, etc. Mais le côté intelligent me semble très compliqué s'il est seul pour répondre
aux impératifs qui sont les nôtres, puisque avant tout, on a besoin de savoir ce qui se passe avant d'agir. Donc, voilà, c'est un peu compliqué peut-être de laisser les clés à l'intelligence artificielle pure. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais en ce qui concerne notre expérience, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a besoin peut-être que d'équiper que 10% des bâtiments du patrimoine d'une collectivité pour sortir des choses intéressantes. Ok, Michel? Rebondir là-dessus aussi pour dire effectivement toutes ces questions de la domotique, des équipements numériques, des équipements divers qu'on peut rajouter, et entre autres en collectivité, parce que je travaillais en collectivité avant. Ce qu'on remarque souvent, c'est qu'en fait, oui, c'est mis en place à un certain moment, puis il y a une dérive dans le temps. Il ne faut pas oublier aussi la gestion en collectivité du personnel, hein. Donc, il y a une personne qui a été formée en général quand on met des GTB, voilà, tous ces instruments qui permettent de gérer les chauffages, les différentes choses. En général, quand on réceptionne le bâtiment, la personne a plus ou moins été formée, le responsable des bâtiments, le responsable des services techniques, et puis le personnel change souvent maintenant en collectivité, hein. Et puis le suivant, le tuilage, il s'est pas bien fait, il a aperçu, et on se rend compte en fait qu'il y a plein de mécanismes ou de domotique qui existent dans des bâtiments publics qui ne sont plus du tout utilisés, comme optimisés en tout cas, et qui sont partis complètement à la dérive. C'est quand même des coûts, et c'est le deuxième point que je voulais aborder. Moi, chaque fois, quand je suis pas du tout contre la domotique, j'aime bien ça, mais quand elle est rationnelle, et moi je suis un partisan du low-tech, donc tout ce qu'on peut faire, parce qu'il ne faut pas oublier non plus de tout l'impact de toute de ce numérique et tout ça sur à la fois sur l'environnement, à la fois sur l'énergie, c'est pas anodin. Donc d'abord avoir une réflexion low tech, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de la flexibilité avec notre intelligence humaine et pas une intelligence artificielle. C'est d'abord l'intelligence humaine qu'il faut mettre en avant. On verra l'intelligence artificielle après. Et ensuite, effectivement, on peut s'aider, on peut s'appuyer sur des choses domotiques qui existent le plus simple possible, celles qui ont le moins d'impact, pour améliorer les choses, et en fonction, effectivement, du niveau de flexibilité qu'on veut atteindre et sur lesquels on travaille, quoi. Mais vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment un point très, très important. C'est partir d'abord de l'humain et voir comment on peut le gérer, et après, on arrive. Mais pas partir directement de cette histoire de l'intelligence artificielle et de la domotique. Ok. Lucien, du coup. Je voulais juste témoigner, en fait, nous, je l'ai évoqué tout à l'heure, de la solution numérique qu'on a développée pour la gestion des opérations d'autoconsommation collective. C'est des questions qu'on se pose, hein, au quotidien, de jusqu'où on va dans l'intelligence et on va dire, l'high-tech de notre plateforme. Et on a vraiment pris le choix de rester dans du low-tech et de ne pas, par exemple, se poser la question de partir sur du temps réel, hein. Aujourd'hui, il y a pas mal de solutions qui sont proposées sur du temps réel. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui apporte quelque chose est-ce que ça apporte vraiment une plus-value à l'utilisateur de pouvoir, sur son smartphone, regarder ses données en permanence? Mais on ne le pense pas, et c'est forcément très gourmand derrière en énergie. Donc, c'est des choix qu'on a arbitrés de ce type-là. Et puis après, sur la question de la gouvernance des solutions numériques, ça, il faut effectivement faire attention aux solutions qui peuvent être proposées, hein. On va aller naturellement, les gros vont arriver, s'ils ne sont pas déjà sur ces sujets-là, hein, d'autoconsommation collective, pour la gestion numérique des opérations, que ce soit avec de la domotique ou non. Et on pense que des solutions alternatives existent, évidemment, dont la nôtre. Nous, par exemple, on a choisi d'être en open source, et voilà, que la solution soit libre pour les coopératives d'énergie citoyenne. Donc, on travaille là actuellement juridiquement pour caler le process, mais c'est des choix qu'on fait, et je pense que c'est important que les communautés qui se développent aient bien ça en tête, il y a des alternatives de technologie, entre guillemets, plus locales et plus maîtrisées localement. Okay. Mais je pense que les porteurs du projet ELF rejoindront tout ce qui a été dit juste avant. Est-ce qu'il y a... Oui, oui, je voudrais aussi parler de la démocratisation de toutes ces techniques-là, parce qu'on va s'adresser à des gens qui sont
pas particulièrement motivés, qui voudront faire des choses, mais qui n'ont pas forcément l'esprit à vouloir tout étudier, tout analyser, donner des informations, les recevoir. Donc, c'est vrai qu'à un certain moment, peut-être pas maintenant, mais à un certain moment, il va falloir aussi prévoir des dispositifs qui ne nécessitent pas forcément d'investissement de la part du citoyen, si on veut essayer que ça se généralise. Donc, l'aspect domotique, peut-être pas maintenant, quand on va se lancer, et puis il y a beaucoup de projets qui sont expérimentaux, mais à terme, je pense qu'il va falloir quand même trouver des solutions plug and play qui puissent éviter justement enfin, qui puissent permettre de pouvoir contacter des gens qui ne sont pas particulièrement motivés par le problème. Ok. Alors on va avancer pour traiter les différentes questions et après nous on a une question aussi aux participants, donc Elias, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Oui, il y avait aussi une question, mais pareil, qui peut rebondir un petit peu sur ce que Michel a évoqué. C'était la question finalement de cette question de l'échelle locale pour l'énergie consommée. Comment elle fait le lien avec finalement toutes les transitions sociétales? On parlait des circuits courts aussi alimentaires, de tout ce qui va être repair café, recyclage. Est-ce qu'on peut voir la flexibilité comme un des volets sur lesquels on doit aussi relocaliser, quoi. Ok. Pour aller plus vite, est-ce qu'il y a une personne, du coup je donne la parole à l'un des intervenants pour répondre, et puis après on passera à la question suivante. Donc je ne vais pas forcément faire parler tout le monde à chaque fois. Du coup, j'ai dit ça et il n'y a plus de volontaire. La question, il y a besoin de préciser la question? À ce moment-là, est-ce que la personne qui a posé la question peut activer son micro et préciser sa pensée? C'est la question d'André Deruel, Ouais, c'est ça? c'est ça. Je peux faire ça, mais je ne sais pas s'il y a encore. Il n'a pas branché son micro, André Deruel. Non, on va faire le lien avec. Bon. C'est bon, Oui, ça fait le lien avec ce que Yves, je crois qu'il disait qu'il fallait donner du sens à tout ce qu'on faisait. Et je pense que les consommateurs qui sont intéressés, c'est sur le sens que ça apporte dans leur quotidien et sur leur territoire. Et que autant l'énergie, les actes qu'on peut poser que sur l'alimentaire, la mobilité, le recyclage, il faut relier tout ça pour que les gens voient que c'est un ensemble et ça les motive encore plus d'agir par rapport aux énergies. Voilà. Moi, juste donner un point de vue par rapport à notre société citoyenne, effectivement, et notre association citoyenne qui est créée. Et dans le cadre des boucles d'autoconso où on travaille, donc, où effectivement on réunit là maintenant, en gros, on a 36 clients dans une première boucle et on va en avoir une 110 à peu près dans l'autre. Donc, on remarque déjà dès le début qu'il y a une certaine animation qui se crée et on est là, nous, pour favoriser, pour être facilitateur de cette animation, mais il y a déjà une animation et qui concerne finalement des sujets beaucoup plus larges que uniquement les sujets de la consommation, de déplacement de ces consommations, de stockage par batterie d'eau chaude à la parcelle et tout ça. Il y a énormément de questions. Donc, on est en train d'essayer d'imaginer de faire un groupe, on ne sait pas encore sur quelle forme, mais où les personnes puissent émettre leurs idées, poser leurs questions et puis qu'on puisse échanger régulièrement sur ces aspects-là. Donc, on voit qu'il y a des sujets qui vont bien au-delà que le sujet purement de l'énergie. On est dans une volonté aussi de développer du lien social, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on y intègre, entre autres, qu'on a proposé un tarif éco. Par exemple, nous, c'est pour y faire rentrer des personnes qui veulent rentrer dedans parce que ce sont des précarités énergétiques, des personnes qui sont en précarité énergétique, qui ne sont pas celles qui sont les mieux, en tout cas les plus à même de se poser des questions sur leur consommation, s'il faut modifier leur consommation, s'il faut les baisser, comment faire et tout. Donc, c'est un des moyens aussi de les faire rentrer dans tout un schéma et de les accompagner aussi à développer, à mieux comprendre et à développer des stratégies et puis qui vont s'inscrire dans cette flexibilité, entre autres, mais dans plein d'autres domaines, et de les accompagner, de les faire rentrer dans un groupe qui a une cohésion autour, chez nous, c'est autour d'une boucle d'autoconso, donc ils se sentent appartenir à un même territoire. D'ailleurs, on va créer un identificateur, on va créer un autocollant, enfin pour l'instant, on est parti sur un autocollant, mais on aimerait bien essayer de trouver une autre figurine
Et les personnes vont pouvoir afficher, en tout cas, devant chez elles, sur la façade ou quoi, en disant, ben voilà, nous, on fait partie de cette boucle-là, on consomme local d'électricité qui est produite comme un symbole d'identification, en fait, à un groupe commun. Voilà un peu de réflexion. Ok, merci pour ces compléments intéressants. Alors, il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres questions ni dans le chat ni dans les participants. Nous, du coup, on a une question participant. Donc, vous, participants de ce webinaire, hein, j'imagine que à travers ces échanges, vous avez peut-être des idées d'action. Concrètement, alors je vais repartager mon écran. Hop. Concrètement, comment est-ce que vous pouvez vous inscrire dans une démarche de flexibilité énergétique? Et ça s'adresse aussi bien en tant qu'individu ou citoyen, où il y a quand même un certain nombre de participants qui représentent des structures ou des collectivités. Donc, est-ce que certains d'entre vous veulent partager des idées qu'ils ont eues suite à maintenant sur comment ils pourraient s'inscrire dans une démarche de flexibilité énergétique? Alors, levez la main et puis bon, il semblerait qu'on n'ait pas convaincu beaucoup de monde de s'impliquer dans une démarche de flexibilité énergétique. Je vais peut-être… Il y a Marianne Breton qui… Allez-y, vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour. Donc dans la Drôme, la coopérative DeWatt porte des opérations d'autoconso. Et concrètement, écouter l'échange de midi, je me dis que ce serait intéressant d'accompagner, de pouvoir intégrer le conseil technique pour plus de flexibilité pour les industriels, professionnels et les collectivités. Ceux qui ont des grosses consommations, qui ont des process à adapter, et de pouvoir, alors via des dispositifs ADEME ou autres, je ne sais pas trop, mais leur proposer un accompagnement sous forme de, je sais pas, de mini-audit et qui préconise en même temps des mesures de flexibilité en regard d'une opération d'autoconso locale. Ça, ce serait un chouette pas intéressant. J'ai dit. Merci. Jean-Luc Guichawa. Oui, bonjour. Alors tout d'abord, merci pour ces échanges parce que je suis donc président d'une centrale villageoise et on a deux toits actuellement et on envisage des équipements plus puissants. Et j'avoue que justement de vous entendre parler d'un peu de tous ces aspects de la flexibilité me permet, je pense, d'être plus argumenté lorsque je vais aller dans les réunions publiques pour inciter les citoyens à travailler avec nous. Et donc, personnellement, j'avoue que j'ai apprécié ces 2 heures passées ensemble. Merci beaucoup. André Desruelles. Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y. Je fais partie de Toit Soleil qui est sur l'agglomération nazérienne et on a un projet en réflexion avec le syndicat départemental d'électricité et l'ADLO qui s'appelle la Carène sur un champ de panneaux photovoltaïques. Et c'est vrai que les élus sont venus nous chercher sur l'aspect participation des habitants. Donc, l'aspect ACC et peut-être aussi l'aspect flexibilité va alimenter une réflexion pour que ça soit effectivement quelque chose qui donne envie aux habitants, à la population de proximité ou l'utilisation au niveau des services publics de l'énergie produite. Donc, je pense que ça va booster un peu cette réflexion. Merci. Merci. Alors, est-ce que parmi les participants, le public, il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer avant que je redonne la parole à nos intervenants qui ont aussi envie de… Non, donc Yves et puis Michel, je crois que vous vouliez tous les deux intervenir tout à l'heure. Oui, simplement, la question est comment on peut s'inscrire dans une démarche de flexibilité. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la question inverse, c'est-à-dire quels sont les freins
qui nécessitent justement, quels sont les freins qui font que la flexibilité, ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est vrai que nous, dans notre démarche à ELF, on essaie de se poser la question de savoir pourquoi les gens ne sont pas intéressés, ou pourquoi ils se démotivent, ou pourquoi ils s'inscrivent et a priori, une fois qu'on commence à tester, ça ne les intéresse plus. Et donc, ça aussi, c'est une attitude qu'on pourrait avoir en essayant de déterminer justement tous ces freins qui évitent à la flexibilité de pouvoir se propager. Ok, merci. Michel, tu voulais réagir tout à l'heure, je crois. Oui, c'est effectivement, moi, c'était juste une réflexion en fait par rapport à nos clients et aux personnes qui rentrent chez nous, qui décident d'investir dans la société citoyenne, de prendre des parts d'actionnariat. Dès qu'on discute en fait d'énergie, de leur consommation, on remarque que même ces personnes-là, qui pourtant dans beaucoup sont militants, ils ne sont pas tous militants de l'énergie, mais ils ont un certain niveau, on voit bien, de connaissances sur leur consommation, rien du tout. En fait, la plupart du temps, ils ne savent pas comment ils consomment, ils ne savent pas quand. Beaucoup n'ont jamais même été voir, depuis qu'on a le Linky, ne se sont même jamais inscrits sur la plateforme pour aller voir, ne fût-ce que, il ne faut pas y aller tous les jours non plus, il ne faut pas que ça devienne un tic, mais d'aller voir un peu le type de courbe de charge qu'ils ont, par exemple, quand est-ce qu'ils consomment, quel est leur niveau de leur talon de consommation. Et on voit bien qu'il y a un manque, il y a un gros manque là. Donc, nous, on va essayer de créer des ateliers. Voilà, c'est une volonté, mais je crois que voilà, ça devrait, je ne sais pas quel est le meilleur moyen pour essayer d'impliquer les personnes dedans, mais il y a une clé, un verrou là à faire sauter, c'est pour culturer le plus grand nombre. Il faut que les personnes se rendent compte comment on consomme. Quand on roule avec sa voiture et qu'on paye son carburant, on sait combien on paye de carburant, on sait combien de kilomètres on fait avec sa bagnole. Donc, de temps en temps, on va essayer de rouler un peu moins rapidement. Voilà, on a une certaine connaissance avec son électricité, que ce soit avec le gaz aussi, pour ceux qui sont au gaz ou même avec d'autres énergies. Le fuel, c'est un peu différent, parce qu'on fait rentrer sa cube de fuel, et donc on voit combien on paye directement. Les pellets de bois, c'est un peu la même chose. Donc, mais il y a cette question de la connaissance, la méconnaissance complète, et c'est difficile du coup de travailler sur la flexibilité parce que les personnes n'ont pas cette méconnaissance. Et dès qu'on leur apporte l'information, on voit que du coup, je vais aller m'inscrire sur mon site NJ, je vais essayer de suivre. Moi, j'ai des mails après qui me reviennent en disant, et ça, mon talon, c'est ça. Voilà, il y a comment créer, comment déverrouiller ce manque d'intérêt, alors qu'il y a des outils en place. Entre autres, l'outil avec Linky et la plateforme, elle le permet de le faire, en tout cas déjà rien pour que les personnes se rendent compte. Et comment déverrouiller pour essayer d'inciter les personnes à déjà avoir la connaissance. Parce que de toute façon, ils ne pourront pas faire de la flexibilité s'ils n'ont pas la connaissance de comment ils consomment. Ok, merci beaucoup. Alors, il est 13h58, on arrive bientôt sur la fin de ce webinaire. Alors, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres personnes qui soient manifestées. On voulait vous proposer un petit sondage de 2 questions. Alors, je n'arrive pas à le lancer. Il y a quelqu'un d'autre qui est connecté en EPV. Ouais, c'est Yoann. Ah. Alors, je ne peux pas le lancer parce que je pense qu'il y a quelqu'un de l'équipe d'EPV qui a dû se connecter en EPV et qui me bloque pour le lancer. Donc, c'est pas grave, on va pas faire le sondage. J'espère que... C'est parti, il est lancé. C'est bon? Il est lancé. Voilà, donc vous avez un petit sondage normalement qui vous propose 2 questions. Donc, merci d'y répondre. Hein. C'est aussi une autre manière qu'on n'est pas à l'aise pour prendre la parole à l'oral. Faire un retour. Donc, comment avez-vous trouvé ce webinaire? Il y a 4 propositions, hein, peut-être que vous en auriez fait une 5e. Et la deuxième question, quel site vous voudriez vous donner? Voilà, donc, quelques secondes pour pouvoir y répondre. En parallèle, on va pouvoir remercier nos intervenants. Voilà, c'est des structures au niveau du projet F qu'on a identifiées et avec lesquelles on a ressenti le besoin d'échanger sur nos différentes initiatives pour pouvoir co-construire. Alors, est-ce qu'on peut partager, Yoann, les résultats, juste pour avoir une idée? Je pense qu'on c'est fini. Oui.
c'est toi qui as la main dessus. Ouais. C'est bon. C'est bon? Ouais. Voilà, alors, moi, je Ah oui, suis le seul à pas le voir. Pardon. 50%, quoi. Voilà, donc en tout cas, on a l'impression de vous avoir apporté des informations. Remonte un petit peu là. Donc, il y a des personnes. Non, je n'ai pas tout compris. Voilà, j'ai aimé le format proposé, très bien. J'aimerais participer à une expérimentation de flexibilité. Il y a quelques réponses. Alors, je vous invite à vous rapprocher des réseaux ou à nous recontacter. On peut peut-être vous remettre en lien avec des personnes. Je vais partager les coordonnées des gens qui sont intervenus sur le webinaire. Alors, hop, je vais trop vite. Voilà. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Nous, sur notre projet, on vous fera d'autres retours de l'avancement du projet F. Donc, je pense qu'on proposera en fin d'année, soit fin 2023 ou peut-être plutôt courant 2024, un bilan du projet F, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Voilà, et puis de qu'est-ce qu'on en tire aussi comme enseignement en termes de capacité d'apporter notre pierre, notre brique à l'équilibrage énergétique. Merci à tous, merci aux intervenants, Jean-François, Yves, Michel et Lucien. Merci aussi pour certains à vos équipes derrière qui ont travaillé avec nous en préparation de ce webinaire. Et puis à bientôt sur les sujets de l'énergie. Donc on enverra le lien vers l'enregistrement à tout le monde et également aux personnes qui n'ont pas pu participer. Au revoir.